Sunday Night Production. Un périple débute souvent par un rêve, une idée folle qui se transforme en un défi personnel. Marie a bravé tous les obstacles et a prouvé que l'impossible peut devenir réalité, à condition bien sûr de faire preuve d'audace et de détermination. Elle a accompli ce qui semblait être un exploit impossible. Boucler un tour du monde en courant, parcourant une distance à peine croyable de 28 300 km, soit l'équivalent de 698 marathons. Son voyage l'a amené à traverser des continents, des climats et des cultures variées, élargissant ainsi son horizon. Ce récit que vous vous apprêtez à découvrir nous prouve à quel point nous pouvons faire preuve d'endurance et de courage quand il s'agit de surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de nos rêves. Le rêve de faire le tour du monde, en fait, il est ancré dans l'enfance. Aussi loin que je me souvienne de ce que mes rêves ont été quand j'étais adolescente, quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu aller ailleurs. J'avais toujours ce désir de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors, par quoi ça a été alimenté j'ai envie de dire plein de choses. On a tous son histoire personnelle. On est tous un peu des éponges de ce qu'on reçoit et puis on les analyse différemment avec le filtre, notre filtre émotionnel. Moi, je sais que tout ce que j'ai pu recevoir, que ce soit les lectures des livres, les cinémas, les films que j'allais voir, que ce soit les musiques que j'écoutais, tout dans mon imaginaire appelait à l'ailleurs. Et donc, j'ai toujours eu envie de ça. Donc après, quand je suis devenu adulte, en fait, quand j'ai terminé mes études, je suis parti à l'étranger pour terminer mon cursus. Et de là, je suis jamais revenu en France parce que pour moi, c'était le point de départ d'une sorte d'itinérance, de nomadisme, qui était tout ce que je recherchais, en fait. Ma carrière, elle était très importante dans la mesure où c'est grâce à ma carrière que je pouvais mener cette vie de nomade, que je pouvais aller où je voulais. La carrière et la maîtrise de plusieurs langues étrangères. Donc ça, j'y ai accordé beaucoup d'importance. C'était très important pour moi, mais c'était pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'était pas de monter les échelons, c'était pas forcément je voulais juste avoir une carrière qui me satisfasse assez pour pouvoir aller où je voulais, poser mes valises au gré de mes envies et au gré surtout des opportunités. Et donc à partir de mes 20 ans, voilà, il y a eu l'Écosse, il y a eu l'Allemagne, la Suisse, il y a eu la Grèce, et puis il y a eu l'Asie du Sud-Est, il y a eu Singapour. Il y a eu beaucoup de pays comme ça pendant une vingtaine d'années. Donc voilà d'où est venu et comment j'ai d'abord pris à bras-le-corps cette idée d'aller faire le tour du monde d'une manière ou d'une autre. En marge de cette vie de nomade, en fait, il y avait un outil au-delà de ma carrière qui me permettait d'en voir le maximum du monde, c'était la course à pied. C'est-à-dire que où que je me pose dans le monde, la course à pied m'aidait à voir plus des villes, à voir plus des pays, des contrées, parce qu'effectivement, quand on est dans une grande ville et qu'on y va pour le business, pour les affaires, c'est facile de passer à côté de tout. On sort de son hôtel, on prend un taxi, on va au bureau, on fait ses réunions, on rentre à l'hôtel et puis voilà, on n'a pas vu grand-chose de la ville. Alors que quand on se lève de bon matin, au lever du soleil, on chausse une paire de baskets et on va en faire le tour en courant de cette ville et on va en explorer les différents quartiers tous les matins au gré de ses envies, au gré du GPS. Et on en voit beaucoup plus, on découvre des choses, on a un sens plus affiné des villes, des régions du monde. Donc la course à pied a toujours été un super compagnon de mon nomadisme et de mon envie de voir le monde. Et pourtant, c'était pas du tout une évidence parce que si j'avais été une enfant, effectivement, une adolescente très, très sportive, j'étais toujours dehors à faire des activités, j'avais mon sport de prédilection, c'était le baseball, j'étais sur le terrain 3-4 fois par semaine pour les entraînements et les matchs, j'adorais ça, et puis toutes sortes, le vélo, etc., même le triathlon. Mais avec les études, avec le début de la vie d'adulte, c'est vrai que j'avais laissé un peu le sport de côté sans réellement m'en rendre compte. En fait, je me voyais toujours comme la sportive que j'avais été. Et même si je fumais à l'époque un paquet de cigarettes par jour, je ne m'étais toujours pas rendu compte que j'avais franchement dévié du chemin initial. Et quand j'avais 26 ans, donc là on est en 2003 à peu près, je suis posté en Grèce avec mon boulot. Je suis posté là pour un an et demi. Près d'Athènes, entre Athènes et la petite ville de Marathon. Donc voilà comment le marathon rentre dans ma vie, d'un point de vue purement géographique initialement. Et c'est des amis avec qui je fais de la planche à voile régulièrement, qui eux, tous les soirs, une fois qu'ils ont fini leur activité, ils vont faire leur petit footing d'à peu près 5 km dans la Pinette, près de la plage. Et puis un jour, ils me proposent, ils me disent, viens avec nous, voilà, finis la journée avec nous, un petit footing de décrassage.
Et moi, je vois pas du tout que je suis pas du tout en phase. Et donc, je chausse une paire de baskets et je me mets à courir avec eux. Et là, je me prends une claque monumentale parce qu'au bout de 500 mètres, je suis obligé de m'arrêter. Et là, j'ai tout qui commence à s'éclaircir, mais vraiment très très rapidement. C'est une image qui se révèle et je me dis, mais attends, tu fumes un paquet de clopes par jour, t'as pas fait de sport depuis combien d'années? Et tu pensais que tu pouvais aller courir à un 5 km, bah non, tu peux même pas faire ça. En fait, c'était non seulement une révélation, mais c'était une forme d'humiliation et de grande déception vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit, comment j'ai pu ne pas voir que je glissais aussi loin de ce que j'avais rêvé comme vie pour moi-même. Et donc, ce moment-là, il est clé et il est radical. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'il y avait comme briquet, comme paquet de clopes à la maison, ça passe directement à la poubelle. La voiture, je l'utilise plus. J'achète un vélo, je vais au bureau en vélo tous les jours. Tous les soirs, j'essaie d'aller courir en me disant, les 500 mètres, je vais les faire. Et puis demain, ça sera 1 km. Et puis après, ce sera 1,5 km. Donc voilà, donc à partir de là, je suis lancé. Effectivement, quelques mois après, je cours mon premier marathon. Le fameux marathon qui part de Marathon jusqu'au centre d'Athènes. Et à partir de ce moment-là, ça m'a plus lâché parce que j'avais compris qu'en fait, le marathon venait sublimer non seulement ma vie de nomade, mais le rapport avec le monde que je recherchais, qui est un rapport très physique, charnel presque. Et la course à pied devient ça pour moi, devient cet outil extraordinaire, devient mon sésame dans le monde encore plus. Donc là, effectivement, j'ai pu lâcher l'affaire. Alors, il y a eu un moment clé, en fait, dans ma vie qui m'a fait un peu basculer dans une autre manière de faire le tour du monde, de voir le monde, puisque c'était l'idée. J'avais 40 ans et j'étais bien ancré dans mon nomadisme. J'étais à l'époque à Singapour, dans une carrière qui ronronnait un petit peu. Ça faisait pourtant 5 ans que j'étais à Singapour. C'est une vie très belle, hein. Singapour, c'est une vie très facile. Passer mon temps à découvrir la région, l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Australie, jusqu'à la Chine. En fait, je continuais à découvrir, mais il y avait un côté, j'avais l'impression de m'endormir un peu dans quelque chose finalement. Et puis un jour, complètement par hasard, lors d'une conférence téléphonique au bureau, je griffonnais sur mon calepin et j'ai dessiné un drôle de truc. En fait, j'ai dessiné une petite bonne femme qui courait sur un globe terrestre. Et en fait, je suis resté scotché sur ce dessin en me disant, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ça m'a amusé tout de suite. Et ça m'a pas forcément intrigué, mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, courir autour du monde, ça doit être un truc fou. Ça a tout réveillé en moi, en fait. Ça a réveillé le désir de repartir, mais de repartir autrement, de changer un peu la donne, de redistribuer les cartes et de continuer cette envie que j'ai depuis toujours, mais de la continuer autrement. Et en fait, alors à partir de là, donc c'était le point déclencheur. Donc j'étais tellement bouleversé par ce dessin, j'ai tout de suite cherché sur Google, est-ce que ça existe de faire le tour du monde en courant? Est-ce que des gens l'ont déjà fait? Je voulais chercher des choses, des signes qui me disent mais oui, vas-y, c'est faisable. En fait, j'ai découvert qu'il y avait 6 personnes avant moi qui avaient déjà fait ce tour du monde et il m'en fallait pas plus. Je me suis dit s'il y a 6 personnes qui l'ont fait, c'est que c'est faisable. Et voilà. En décembre 2017, juste après l'épisode au bureau où je griffonne cette petite bonne femme qui me court sur un globe terrestre, je prends la décision de me lancer, de me lancer dans ce tour du monde en fait. Je ne sais pas si j'y crois à 100% au début, mais je pense parce que j'investis tout ce que j'ai dedans dès ce moment-là. J'ai aucune idée de combien de temps me prendra la préparation parce que ça n'a été fait que 6 fois. Les 6 personnes qui l'ont fait chacune de manière très différente. Donc à partir de ce moment-là, je commence à me documenter. C'est-à-dire que ces 6 personnes qui ont fait le tour du monde en courant, je commence à vouloir tout connaître d'eux. Certains ont écrit des livres, alors je lis et relis leurs bouquins, en faire tomber les pages. Certains même, je les contacte. Par exemple, je contacte Serge Girard, qui est le pionnier de la discipline. Vraiment, lui, c'est une machine de guerre, il est extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, comment on se prépare? Donc, je me dis, il faut se préparer physiquement, ça c'est l'évidence. Il faut être capable, combien de kilomètres par jour je vais pouvoir courir et de quelle manière? Combien de temps ça va me prendre? Donc, préparer un peu la logistique, voir ces continents qu'on doit traverser, et puis quelles règles on doit suivre pour faire ce tour du monde, parce qu'il y a des règles, on peut y revenir un peu plus tard. Et puis, financièrement, comment je vais me débrouiller? Parce que être sur les routes du tour du monde, il est bien entendu qu'on ne peut pas bosser en même temps, donc ça va être sans salaire, donc il va falloir être autosuffisant pendant un sacré moment. Donc, donc j'avais 3 axes en tête, physique, logistique et financier. Et puis, je me suis dit, je vais avancer sur ces trois fronts. Et puis, quand je me sentirai prête, je mettrai les voiles. En fait, ça a duré 2 ans. C'est pas beaucoup, finalement, 2 ans, au regard d'un voyage qui a duré quand même un peu plus de 2 ans et demi.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on part d'une page blanche et il n'y a pas de petit manuel, il n'y a pas de magazine de course à pied qui vous disent comment faire son marathon en 3h30, comment faire son marathon en 4h30. Ça n'existe pas un magazine de running qui vous dit comment aller faire 700 marathons en 700 jours ou en 800 jours. Ça n'existe pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, pour vous donner un exemple, j'ai commencé à revenir du bureau tous les jours en courant. Et la chance que j'avais, c'était que mon bureau était à 21 km de ma maison. Donc tous les soirs après le bureau, je rentrais en courant. Et en fait, je prenais beaucoup plus de plaisir à me déplacer que, un entraînement où il faut faire 3 fois le tour du pâté de maison. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais être démotivé dès le premier tour. Et là, en fait, c'était ça. Donc j'ai commencé à revenir. Donc ça faisait quand même une charge d'un demi-marathon par jour que je tenais très bien. Il n'y avait pas de problème particulier. J'ai commencé à utiliser toutes mes vacances à courir ce que j'appelle des voyages marathons. C'est-à-dire que si j'avais un grand week-end de 3 jours ou 4 jours, j'allais faire 3 marathons en 3 jours, 4 marathons en 4 jours. J'ai poussé jusqu'à 8 en 8 jours. C'était le maximum que j'ai fait avant de me lancer dans ce Tour du Monde. Et l'idée, c'était de tester les conditions du Tour du Monde. Donc, je partais en autosuffisance avec la fameuse poussette que j'avais dégotée, on en parlera plus tard, pour porter mes affaires. Donc, j'avais cette petite poussette avec mon sac à l'intérieur et je courais. Donc, autosuffisance, parfois du camping, parfois une chambre ici ou là. Donc, me débrouiller aussi sur la logistique, sur les problèmes de sécurité aussi, comment garder le contact, comment utiliser mes GPS, ma balise satellite, etc. Donc, pendant 2 ans, je fais ça. Je travaille toujours à plein temps. Hein. J'ai lâché mon travail uniquement, je crois, 2 semaines avant le départ du Tour du Monde. Donc, j'étais toujours à bosser à plein temps. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était la gestion d'une carrière qui était assez pointue, qui me demandait... C'était une grosse charge quand même, avec en parallèle les préparations du Tour du Monde. Donc en fait, on apprend à gérer beaucoup de choses à la fois. Et finalement, quand j'ai lâché le boulot et que je me suis retrouvé avec que un marathon par jour à courir, j'ai trouvé que c'était vraiment les vacances, quoi. C'était extraordinaire. Alors un souvenir assez mémorable, c'est quand je me suis décidé à annoncer le fait que j'allais faire un tour du monde en courant. Donc à mes proches et à mes amis. Et alors à ma grande surprise, finalement, il n'y a eu aucune surprise. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je crois que j'ai annoncé à mes parents d'abord. Je leur ai dit, je pense que d'ici quelques temps, je ne sais pas quand exactement, mais d'ici 1 an ou 2, ou peut-être plus, je vais me lancer dans un tour du monde en courant. Et au lieu de l'étonnement, ou au lieu de, mais enfin, c'est complètement fou, ça n'existe pas, encore une lubie ou une idée un peu particulière, il n'y a rien eu, il y a eu juste ah mais c'est extraordinaire, c'est génial, est-ce que tu sais déjà par où tu vas passer, est-ce que... En gros, on était déjà avec moi et donc moi je me suis dit mais c'est fou, il n'y a personne qui va me mettre au challenge, qui va me dire mais enfin c'est pas possible. Même chose quand je l'ai annoncé à mes frères et sœurs. Il y a même une amie qui m'a particulièrement surprise. Je revenais de finir, je crois, un marathon, quelque chose comme ça. Et puis on se parle au téléphone, puis lui dit tiens, le week-end dernier j'ai fait un marathon. Et puis au fil de la conversation, je lui dis tiens, en fait j'ai un projet de fou qui va me prendre plusieurs années. Elle me coupe, elle me dit tu vas faire le tour du monde en courant. Alors là, je suis tombé de ma chaise, je lui dis mais ça vient d'où ça? Elle me dit t'as un projet, toi tes projets à chaque fois c'est toujours un nouveau départ, un nouveau pays, un nouveau truc. Là tu viens de courir, t'es dans tes courses, voilà. Et en gros, elle a fait comme si elle avait fait le même raisonnement à ma place. J'ai trouvé ça fou et ça prouvait bien qu'en fait c'était ancré pas seulement en moi, mais dans la tête des gens qui me connaissent bien, qui me connaissent le plus ici, mais mon cercle très très proche d'amis et de famille. Ça a étonné absolument personne. Et ça c'était... Au début, ça m'a surpris, mais finalement, je me suis dit c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait parce qu'ils m'ont permis d'y aller, en fait, encore plus. Le 6 décembre 2019, quasiment jour pour jour, 2 ans après le petit dessin que j'avais griffonné, je pars du Cap Roca, au Portugal. Et je me lance donc sur ma route du Tour du Monde avec, grosso modo, devant moi, 4 continents à traverser de part en part, d'océan à océan, et... à peu près 650 à 700 marathons de courses devant moi. Donc voilà ce qui m'attend ce jour-là au petit déjeuner le 6 décembre 2019. Et pour moi, c'est une journée qui est très belle parce que j'avais prévu de partir toute seule, comme je suis parti en solo, auto-supporté. Puis mes parents se sont proposés pour m'accompagner sur la ligne de départ. Donc j'ai trouvé ça vraiment super gentil et puis touchant aussi parce qu'ils voulaient partager ce moment avec moi. Et donc ils m'ont accompagné. Et donc on se retrouve là au Cap Roca. C'est rien, c'est un paysage très désolé, très isolé. Il y a juste un phare et c'est le point qui se trouve être le point le plus à l'ouest de toute l'Europe continentale. Donc on ne peut pas aller plus. Donc, pour moi, c'était symbolique de commencer là.
Et je pars, et alors ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire, bon, tu pars comme ça pour faire un tour du monde, tu dois avoir une petite angoisse, quand même, des petits pincements au cœur à te dire, mais bon sang, dans quoi je me suis lancé, 700 marathons, est-ce que c'est même humainement faisable? Et en fait, moi, la seule angoisse que j'ai en partant le 6 décembre, c'est de me dire, mais dans 3 semaines, c'est Noël. Il y a toute ma famille qui, pour célébrer un peu le départ de Tour du Monde, etc., toute ma famille s'est donné rendez-vous à Séville, parce que c'est la ville dans laquelle je passe le jour de Noël, pour qu'on fête Noël tous ensemble. Et je me dis, mais est-ce que je vais pas abandonner avant ces 3 semaines à Noël 2019, quoi? Parce que moi, le maximum que j'ai fait jusque-là, c'est quand même 8 marathons en 8 jours. Même si je courais tous les jours un mi-marathon, j'ai jamais enchaîné plus de 8 marathons. Finalement, Noël arrive et je rejoins Séville sans aucun problème ni physique, ni de morale ou quoi. Et je suis juste complètement transporté par cette aventure. Donc, je fais mon premier Noël en famille depuis très longtemps, finalement. Et on célèbre ça. Il y a quand même l'idée que c'est un voyage extraordinaire. Et puis finalement, de voir toute la famille ensemble, c'était pas arrivé depuis longtemps. Ça donne aussi l'idée que c'est le genre de voyage qui resserre les liens entre les gens. Et ça, c'est un truc qui me touche énormément. Et donc, je repars de Séville avec donc ma route pour la traversée de l'Europe. C'était de suivre plus ou moins la côte méditerranéenne, hein, donc de faire d'à partir du Cap Roca, de descendre la côte du Portugal, de faire tout le tour de l'Espagne par la côte sud de la France, descendre l'Italie, en faire le tour, aller redescendre la côte de l'Albanie, le tour de la Grèce, et puis de finir en Turquie. Ça, c'était le plan pour ma traversée de l'Europe. Et effectivement, tout se passe vraiment de manière presque un peu décevante, mais pas tout à fait, hein, presque comme dans le tableau Excel dans lequel j'avais toutes mes étapes enregistrées. Et tous les jours, je tique la boîte et je me dis, bon, bah voilà, prochaine étape, c'est de là à là. Il n'y a aucun obstacle sur mon passage. C'est comme si tout se déroulait comme du papier à musique, comme une horloge suisse. Et c'est presque au bout de plusieurs mois, ou je crois au bout de 2 mois et demi de cours, je me dis, mais c'est pas possible, je vais quand même pas faire tout mon tour du monde dans un tableau Excel. J'étais directrice financière, je n'ai pas tout lâché mes tableaux Excel pour me retrouver coincée dedans au secours. Mais je savais que ça s'allait sur tellement longtemps, ce tour du monde, qu'il allait bien avoir des éléments disruptifs. Et alors là, par contre, je m'attendais pas à ça, mais quand je commence à passer la frontière entre la France et l'Italie, donc là, on est fin février, début mars 2020, si ça vous dit quelque chose. Et là, je commence à avoir des signaux assez effrayants de mon environnement, effectivement. Et donc, je rentre en Italie, qui sera le premier pays au monde à déclarer un confinement national, donc un événement inédit, comme on sait tous. Et donc, moi, je rentre dans ce pays où les signaux se multiplient, où les hôtels commencent à fermer, où les restaurants commencent à fermer, où les gens commencent à se cloîtrer, à porter des gants. Il n'y a pas de masque à l'époque, à se mettre à distance. Le climat devient globe comme on sait, sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque, le reste de l'Europe, bon, on en parle dans les journaux, mais il n'y a pas vraiment de mesures en place, alors qu'en Italie, je suis vraiment au cœur du sujet. Et puis arrive le 16 mars. Le 16 mars 2020, ma course était magnifique, je me rappelle, c'était une 50 km de course jusqu'à Pise. J'étais super content, je n'avais jamais vu la tour de Pise avant. Et donc ces 50 km, ils passent mais comme du petit lait. J'arrive à Pise, je vois la tour de loin. Et je me dis, bon, je passe quand même d'abord à l'hôtel pour poser mes bagages. Et puis, quand je pose mes bagages, on me tend ma clé de chambre et un papier. Et je dis, mais c'est quoi ce papier? Et donc, c'est le laissez-passer. C'est le laissez-passer pour me rendre demain à l'aéroport parce que tous les hôtels du pays ferment, toute l'industrie du tourisme ferme. Et voilà, donc si on n'a pas de logement, si on n'a nulle part où rester ou se faire héberger, et bien voilà, c'est au revoir, retournez dans votre pays et revenez quand nous rouvrirons à nouveau nos portes. Donc c'est un peu le choc quand même, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi radical. Je m'attendais à probablement à avoir à contourner des régions qui sont fermées, des régions ouvertes, etc. Je m'attendais à avoir des gros changements d'itinéraire, des changements de timing aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi brutal, hein, comme le reste du monde ne s'y attendait pas aussi d'ailleurs. Je me suis pas dit un instant, bon voilà, le tour du monde est foutu, pas du tout. Je me suis dit, bon tant pis, le tour du monde va connaître un peu de retard. Et puis voilà quoi, on suit la vague, hein, on descend avec, il n'y a pas le choix. Et donc je me suis mise à l'arrêt en attendant que tout rouvre, hein, parce que juste après l'Italie, tous les autres pays d'Europe ont suivi, comme on le sait, la France et puis le reste. Donc je me suis retrouvée à l'arrêt pendant 3 mois. Et j'étais coincée, entre guillemets, à Paris, comme tout le monde, hein, avec la petite autorisation de sortie d'1 heure dans 1 kilomètre autour de son habitation. Alors, quand on essaie de maintenir sa forme pour courir un marathon par jour, c'est pas simple.
Donc, ce que j'ai fait immédiatement, c'est que je me suis porté bénévole pour des associations en me disant, bah voilà, je vais me mettre au service, hein, parce que de toute façon, quand le Tour du Monde s'est arrêté, j'avais presque plus de raison d'être. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas de métier, j'ai rien. Si mon Tour du Monde s'arrête, à quoi je sers? Donc, je me suis mis au service d'une association qui s'appelle Pour eux. Et en fait, ce que faisait cette asso, c'était de livrer des repas aux SDF dans les rues. Alors, du coup, en devenant bénévole pour ça, j'ai eu un autre sésame, un petit laissez-passer qui me permettait de circuler dans Paris à ma guise. Et donc, j'utilisais ma poussette parce qu'il faut savoir que sur mon tour du monde, donc, je transportais mon équipement dans une poussette parce qu'il était hors de question de le porter sur le dos. Et imaginez courir un marathon par jour avec un sac à dos, c'est juste pas possible. Donc, j'avais utilisé cette solution de la poussette, une grosse poussette avec amortisseur, des roues de vélo, etc., qui me permettait de pousser mon équipement. 12 kilos d'équipement, 12 kilos de poussette, un peu d'eau, ça faisait à peu près un total de 30 kilos. Et donc, pendant le confinement, je me retrouve avec ma poussette que, au lieu de charger de mon équipement, je charge de tous ces repas que je distribue, que je passe ma journée à collecter, à distribuer, à collecter, à distribuer. Et donc, comme ça, je cours 20-30 km par jour dans les rues de Paris. Donc, j'arrive non seulement à maintenir ma forme physique, en plus, j'ai le sentiment de servir à quelque chose dans une période de crise. Et puis, j'ai un sentiment de liberté qui est juste extraordinaire. Et ça, encore une fois, c'est le cadeau du voyage. Donc, quand les pays rouvriront à nouveau, après à peu près 3 mois de confinement, je repartirai comme si de rien n'était, avec, si ce n'est peut-être avec encore un peu plus d'étincelles et d'étoiles dans les yeux. En juin 2020, après le premier confinement, les frontières rouvrent, donc je reprends ma route à partir de l'Italie. Et à ce moment-là, je m'imagine que je vais pouvoir continuer ma route comme prévu et puis rejoindre la Turquie. Je crois que je comptais en moyenne sur encore 3 mois de course pour aller rejoindre Istanbul et finir ma course européenne sur les rives du Bosphore pour pouvoir aller rejoindre le monde. Mais il se passe beaucoup de choses en juin 2020. C'est que d'abord, tous les autres continents ont fermé leurs portes. L'Australie est fermée, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud sont fermées, ne laissent plus passer les touristes. Donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller rejoindre Istanbul le plus vite possible, sachant que même si j'y arrive, j'aurai nulle part où aller après. Et non seulement ça, mais l'Europe, si on regarde la carte de l'Europe à l'époque en juin 2020, et au fur et à mesure des mois qui s'écoulent après, ça change en permanence. Pays ouverts, pays fermés, hôtellerie et restauration ouvertes, fermées, etc. Donc c'est impossible en fait de tracer une ligne droite. Je me retrouve à redescendre l'Italie, à remonter les Balkans, à retraverser la France du sud au nord et puis d'essayer de passer par la Belgique pour aller en Allemagne, et puis l'Allemagne est fermée, je redescends, le Luxembourg, la Suisse, tour de la Suisse, l'Autriche est fermée, je redescends. En fait, ce qui aurait dû durer 3 mois entre Pise et Istanbul va me durer 1 an. C'est-à-dire que j'arrive à Istanbul en juin 2021. J'ai plus de 15 500 km de course au compteur. Voilà, 1 an et demi de course quasiment pour avoir fait seulement mon premier continent. Donc là, c'est un énorme soulagement quand même quand j'arrive à Istanbul parce que j'ai l'impression d'avoir complété la première étape de mon tour du monde. Parce que finalement, même si j'ai fait tous ces kilomètres, même si j'ai couru, je ne sais plus combien, plus de 380 marathons à travers l'Europe, j'avais quand même pas complété un continent. Donc finalement, est-ce que je faisais le tour du monde ou est-ce que j'ai essayé de traverser l'Europe? C'était débattable. Donc à partir du moment où je vais pouvoir me lancer sur le deuxième continent, j'ai l'impression que ça prend enfin une dimension mondiale et enfin je me lance dans la grande aventure. Donc juin 2021, je finis à Istanbul. L'Amérique du Nord ouvre ses frontières. Comme j'ai un visa, je peux me lancer directement. Et voilà, j'obtiens une dérogation parce qu'il faut savoir qu'il y a un organisme qui est en charge de valider les tours du monde en courant, qui s'appelle la WRA, la World Running Association. Et il y a à peu près une dizaine de règles pour faire un tour du monde en courant. Et l'une d'entre elles dit notamment qu'il faut que ça soit dans un sens continu. Donc soit on choisit ouest-est, ou ouest-ouest, ou même nord-sud si vous voulez. Et donc moi, après l'Europe, j'aurais dû passer par l'Asie, passer par l'Australie, mais ces continents étant fermés, j'obtiens une dérogation et ils me disent, grosso modo, à circonstances exceptionnelles, voilà, en gros, passe-droit exceptionnel si vous voulez. Donc ils m'ont dit, bah écoute, vu la circonstance, va faire le continent que tu peux courir, le prochain qui rouvre. Et donc en fait, je suis allé courir l'Amérique du Nord, sachant que toute l'Australie était fermée. Et donc là, je me lance dans la traversée de l'Amérique du Nord. Et là, c'est fabuleux pour moi. C'est pas tout à fait le plan que j'avais imaginé. J'avais imaginé naviguer entre le Canada et l'Amérique du Nord sur la frontière nord. Et puis malheureusement, c'est pas possible de naviguer entre les frontières comme ça avec le Covid. Donc je vais devoir me contenter
d'un seul pays. Donc, je décide de rester aux États-Unis, vu que j'ai un visa de longue durée. Et donc, je cours de Seattle à New York. Donc, à peu près, combien ça fait? À peu près 5000 km de course. Voilà, donc plusieurs mois à traverser tous les États, des États magnifiques, qui moi me faisaient rêver, le Montana, le Dakota du Nord, voilà, la région des Grands Lacs, et puis de finir en passant par Washington et de remonter la côte jusqu'à New York. C'était une très très belle traversée. C'était pour moi vraiment l'inconnu, parce que l'Europe, j'avais vécu dans plusieurs pays, je connaissais bien, j'avais des amis, je me sentais plus ou moins à la maison en Europe. Et là, quand je me retrouve aux États-Unis, on se sent loin. Avec le Covid, on se sent encore plus loin parce qu'on sait que s'il arrive quoi que ce soit, c'est compliqué de gérer une situation. Mes parents ne pourraient pas monter dans un avion pour me filer un coup de main, par exemple. Ça ne se passe pas aussi simplement que ça en période de Covid. Donc je me sens vraiment isolé, mais en même temps, je fais des rencontres absolument extraordinaires. Voilà, quoi, des gens qui me rencontrent, qui m'offrent l'hospitalité. Je me débarrasse de beaucoup de peur aussi que j'avais à me lancer comme ça à l'inconnu sur des continents que je ne connais pas trop. Et puis voilà, en fait, je continue ce chemin de liberté dans un monde qui est confiné autour de moi. Donc il y a ce contraste extraordinaire qui donne encore plus d'intensité magnifique, côté extraordinaire de ce que je suis en train de faire. La partie logistique avait été préparée essentiellement, d'ailleurs pas essentiellement, 100%, à l'aide de Google Maps. En fait, j'ai planifié mes étapes une par une. Donc, en gros, traverser les continents d'une quarantaine de kilomètres en 40 kilomètres pour trouver des villes, des points de chute, des points de ravitaillement, etc. Et donc, j'avais utilisé Google Maps, qui est quand même l'outil le plus formidable qu'on a à disposition, qui permet de zoomer, de voir même l'état des routes, l'état des sentiers. C'est-à-dire que depuis mon bureau à Singapour, j'étais capable de voir dans quelles conditions j'allais devoir courir. Donc, c'était un outil formidable et qui m'a permis de mettre sur pied ce grand tableau Excel avec 700 lignes qui étaient mes 700 étapes avec autant de notes que possible, ville de départ, ville d'arrivée, nombre de kilomètres, conditions de terrain, qu'est-ce que je trouve à l'arrivée, est-ce qu'il y a des magasins pour acheter à manger, est-ce qu'il y a des hôtels, est-ce qu'il y a un terrain de camping, etc. Donc tout était complètement planifié. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, sur la route, après le Covid, les plans changent et donc je me retrouve à refaire mon itinéraire un peu à la volée, comme ça, avec à peu près 2 semaines de vue devant moi. Et Google Maps, autant j'en suis convaincu, c'est le meilleur outil qu'on a pour planifier. Je ne sais pas comment les gens ont fait le tour du monde avant moi, avant Google Maps. À l'époque des cartes en papier, j'en aurais été complètement incapable moi-même. Mais donc Google Maps m'a beaucoup aidé. Ceci dit, il y a effectivement des fois où c'est un outil qui va vous indiquer un chemin à un endroit où il n'y a pas de chemin, qui va vous indiquer un pont pour traverser une rivière alors qu'il n'y a pas de pont, mais il y a bien une rivière. Voilà, donc il y a eu des petits inconvénients au fur et à mesure du voyage. Et puis on fait avec, bon an, mal an, c'est quand même un outil extraordinaire. Mais notamment dans ma traversée des États-Unis, il m'est arrivé un petit pépin où je suivais un chemin que Google Maps m'indiquait, qui était extraordinaire parce qu'il me permettait de ne pas passer par une de ces grosses routes, les interstates qui traversent les États de part en part. Et donc, il me permettait d'être un peu dans la forêt, pas très loin de la rivière. Je crois que c'était la Clark Fork River dans le Montana. C'était magnifique et je courais complètement isolé, complètement dans la nature. Voilà, j'étais un peu en autopilote. Et puis, j'ai pas fait bien attention que sur le bord du chemin, apparemment, il y avait quelques petits panneaux qui indiquaient quelques trucs que je n'ai pas lus. Et je me suis retrouvé donc à commettre un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire que je suis rentré sur une propriété privée. Et là, c'est réellement un crime dans le Montana, c'est-à-dire que si vous rentrez sur la propriété privée de quelqu'un, le quelqu'un en question peut tout à fait se servir d'une arme à feu contre vous, sans même avoir à justifier de la légitime défense, pour vous dire à quel point c'est. Donc là, à partir de ce moment-là, en gros, j'étais en très mauvaise posture, mais je ne le savais pas, je ne m'étais pas rendu compte. Et donc, je rencontre un petit monsieur sur le bord du chemin qui était près d'un petit chalet en bois. Je voyais pas trop ce qu'il faisait, il était en train de charger le coffre de sa voiture, il se retourne et tout de suite il a l'air très énervé, il me demande ce que je fais là. Bon, moi j'avais un grand sourire aux lèvres, comme d'habitude quand je cours, et je lui dis je cours, voilà, je crois que je lui dis même je cours vers Bozeman, j'allais vers Bozeman, je lui dis le nom de ma destination. Et il s'énerve tout de suite, je sens qu'il est très 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 agité, et en fait du coup je regarde un peu, j'essaie de prendre la mesure de la situation, je me rends compte qu'il a quand même un fusil dans chaque main, et qu'il est en train apparemment de charger son pick-up truck avec tous ses fusils pour probablement une partie de chasse. Et là, moi, j'ai jamais vu autant d'armes à feu de ma vie, clairement. Et là, il dit le mot, il me dit « Mais vous avez trespassé ». Et là, franchement, le sang se glace dans mes veines.
Et je vais dire ah non, c'est pas possible. Et donc en gros, je sais pas, là je suis en mode panique survie, je jette les mains en l'air, je dis que j'ai pas vu, que je suis désolé, etc. Je fais demi-tour, je sais pas quelle a été ma vitesse de pointe ce jour-là, mais j'ai couru très très vite en sens inverse. Et je me suis rendu compte que ça aurait pu déraper très rapidement. Alors oui, c'était un peu la faute de Google Maps qui m'indiquait que le sentier il était praticable, et moi je ne faisais que suivre l'itinéraire de Google Maps, mais qui me disait pas du tout qu'il fallait traverser une propriété privée. Donc là, j'ai eu très très peur ce jour-là, et voilà, c'est anecdotique, hein, parce que sur toute la traversée des États-Unis, j'ai eu aucun problème de sécurité. D'ailleurs, sur toute la traversée du Tour du Monde, j'ai pas été mise en danger une seule fois. Ça, c'était la seule anecdote. Bon, c'est idiot, c'est ironique, ça s'est passé aux États-Unis, mais j'ai pas eu de problème ni avec les armes à feu, ni avec la violence à mon égard, rien du tout. Donc c'était une petite anecdote, mais qui dit bien qu'il faut toujours se méfier un peu, prendre un peu de recul avec les outils dont on se sert. Après avoir fini ma traversée nord-américaine, on est donc en novembre 2021. Donc j'ai traversé 2 continents, j'ai parcouru 21 000 km, donc c'est quand même beaucoup, et j'en suis à peu près, donc j'étais parti en décembre 2019, donc ça fait déjà presque 2 ans que je cours. Donc, j'ai 2 ans de course complètement en solo, avec ma poussette dans les pattes, et je suis en pleine forme, et je m'apprête, vu que l'Australie est encore terminée, je m'apprête à aller traverser l'Amérique du Sud. Et pour cette traversée de l'Amérique du Sud, j'avais toujours mis un petit message sur mon site internet pour dire voilà, il y a 2 endroits dans mon tour du monde où je ne pourrais pas être en solo parce que pousser mes 30 kilos d'équipement, ça ne sera pas possible, ça sera trop compliqué. Il y avait un point, c'était le désert en Australie, et l'autre point, c'était la traversée des Andes, de la cordillère des Andes, entre le Chili et l'Argentine, en Amérique du Sud. Et donc, il y avait ce message qui n'avait reçu aucune réponse depuis 2 ans. Personne ne s'était proposé pour m'accompagner. Et en même temps, je ne suis pas surprise parce que on était en pleine période de Covid. Donc, c'était presque... Je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, bah tant pis, voilà, la cordillère des Andes, je vais la traverser avec mes 30 kilos à bout de bras. Et donc, il faut savoir que quand on traverse les Andes, on monte quand même à plus de 4000 mètres d'altitude pour traverser ces montagnes. C'est pas de la colline, les Andes. Donc, voilà, je m'étais fait l'idée en me disant... ça va être compliqué, ça va être fatigant, mais voilà, on va le faire quand même. Et puis, j'ai cet ami de longue date, James, qui lui, alors il est arrivé un truc pas sympa, sa maison est partie en feu, en fumée, dans les feux qui avaient ravagé la Grèce à l'été 2021. Et donc, il se retrouve sans maison. Et en gros, au cours d'une de mes discussions, je lui dis, bah écoute, t'as plus rien, en gros, t'es un nomade de fête, quoi. Donc, pourquoi tu viens pas me rejoindre sur mon tour du monde? J'ai besoin d'un coup de main pour traverser les Andes. Et puis, il a pris le défi, il a relevé le défi tout de suite. En gros, il m'a dit, oui, bien sûr, bah, tu as besoin pour combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? On commence à réfléchir aux solutions, louer un camping-car, ou bien comment il allait m'accompagner, comment il allait pouvoir m'aider. Et puis finalement, donc au bout de 2 ans, mon tour du monde prend un tournant radical, puisque non seulement il m'aidera à traverser les Andes, mais il m'aidera à traverser toute l'Amérique du Sud. Donc à partir de ce moment-là, j'aurai plus ma poussette à pousser. Donc ça sera quand même un grand changement. Je cours d'une autre manière. Je n'ai plus que mon sac à dos à porter. Ça a beaucoup de changements et notamment physique aussi. J'avais pas du tout un physique de marathonienne pendant ces 2 premières années parce que j'avais une énorme musculature dans les bras, dans le dos, même dans l'arrière des jambes, les fessiers. Parce que quand on pousse 30 kilos, c'était la moitié de mon poids. Donc on parle d'une augmentation de 50% du poids à chaque foulée. Donc j'avais quand même une musculature qui était un peu hors norme pour une marathonienne de l'extrême. Et donc à partir de ce moment-là, je commence à courir plus léger, mon corps change, et puis c'est pas que le corps qui change, c'est aussi l'état d'esprit, parce que quand on fait le voyage à 2, on partage tous les jours. Et donc on a voyagé, voilà, on a traversé ensemble 2 continents, c'était pas du tout prévu. Moi j'avais prévu un tour du monde en solo complet. Et en fait, c'est venu encore magnifier cette aventure encore plus, si c'était possible. Donc, c'est un tour du monde qui a connu 1000 changements et 1000 adaptations, en partie à cause ou grâce au Covid, finalement. Et puis voilà, cette liberté qui permet de saisir toutes les opportunités et puis de laisser le monde poser son empreinte sur soi, non seulement le monde, mais les opportunités, les gens aussi. L'une des problématiques que j'ai eu à prendre en compte très tôt, dès le début de ma préparation en fait, c'était la problématique de la blessure du coureur. Il faut savoir que la course à pied, vous êtes tous des coureurs j'imagine puisque vous écoutez ce podcast, mais entre 50 et 70% des coureurs qui préparent une course type marathon, une course avec un objectif très précis, se blessent au cours de leur préparation. C'est quand même un chiffre qui est assez conséquent.
Et là, on parle de personnes qui vont se préparer pour une course spécifique. Donc, quand on se lance pour ce qui s'est avéré être au final 698 marathons, voilà, la question, c'est de se dire, la blessure, c'est mon ennemi numéro 1. Le corps, c'est mon temple, c'est ce qui me permet de faire ce voyage, c'est ce qui va m'emmener dans ce tour du monde incroyable. Et il faut absolument qu'il soit en santé parfaite tout du long et qu'il ne me cause aucune blessure, parce que c'est pas gérable de partir 2 ans et demi dans la douleur. Enfin, moi, j'ai une aversion de la douleur, j'ai aucune résistance à la douleur. Donc, en gros, si j'ai une cloque, ça me gave, j'ai envie d'arrêter. Donc, on ne parle pas seulement d'une cloque, là, on parle d'éviter les tendinites, les fractures de fatigue, on parle de la fatigue du dos, des fatigues nerveuses, des fractures osseuses, musculaires. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors donc, à projet atypique, solution atypique, comme je dis souvent, à partir du moment où je lance mes préparations et je commence à rentrer du bureau en courant tous les soirs avec mon demi-marathon, je commence à voir un physio, un kiné, une fois par mois. Et ce kiné, d'abord je le choisis d'une manière assez particulière. Je choisis un kiné dont la spécialité n'est pas la course à pied. Sa spécialité à lui, c'est le rugby et le football. Il est irlandais. Et je le choisis avec entre 5 et 10 ans d'expérience maximum. L'idée que j'avais en choisissant ce kiné, c'était de me dire, si j'ai un kiné qui est un routard de la course à pied, il va me dire d'emblée que c'est pas possible. Il va me dire d'emblée la liste de toutes les blessures que je vais avoir. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse pas. Et en gros, il va analyser tout ce qui se passe avec mon corps comme potentiel de blessure. Donc quand je choisis ce physio ce kiné au profil complètement atypique, je le choisis pour ces raisons-là, pour qu'il ait un œil neuf sur ce que je fais sans a priori. Et donc je le choisis et je lui dis, voilà, moi je vais passer te voir tous les mois, tu m'observes sur tapis de course, avec des exercices de stabilité, de tout ce que tu veux, tu m'observes. Si tu vois des changements, il faut que tu m'apprennes à les identifier, et il faut que tu m'apprennes à trouver les solutions pour corriger. Parce que je lui dis, avec la charge que je vais enchaîner, mon corps va forcément chercher à être le plus efficace, le plus efficient possible, et ce faisant, il va prendre des raccourcis. Il faut que j'arrive à court-circuiter ces raccourcis pour que ça ne dégénère pas en blessure. Donc on y va, 1er mois, il dit rien, 2e mois, il me dit bon, voilà, 3e mois. Et puis je crois que c'était au 4e mois, il me dit, ah tiens, là t'as un truc qui a changé, il y a un problème qui est en train de se développer, et si tu fais pas gaffe, ça pourra partir en blessure. Donc je suis sur le tapis de course, donc je continue de courir, elle me dit, voilà, prends conscience de ton corps, regarde même. Donc il y avait le miroir à côté, je regardais mes pieds, je regardais ma foulée, je regardais comment tout se déroulait. J'essayais de penser à des choses, garder mon dos droit, pas faire des foulées trop longues. Je regarde et il me dit non, c'est là, le problème est bien là, essaie de regarder. Et donc il me donne des indices, il me dit c'est plutôt entre le genou et les hanches que ça se passe. Et puis donc au fur et à mesure, je prends vraiment, ça prend beaucoup de temps, hein, mais je finis par lui dire, j'ai l'impression qu'en gros, si j'exagère vraiment ce que je voyais, c'est comme si mes genoux allaient de plus en plus dans une formation en X. Et alors je lui dis oui, j'ai l'impression effectivement que mes jambes, ça se déroule un peu moins droit. C'était infime comme changement. Il dit voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que tu engages de moins en moins le muscle à l'extérieur de tes hanches, le muscle extérieur de la cuisse. Il me dit voilà, ça t'es en train de prendre un raccourci et en gros tu mets plus de pression sur ton joint, sur ton articulation pour moins engager le muscle. Donc il me fait faire des exercices où ce muscle en question est engagé et il me dit voilà, fais-le autant de fois que possible pour bien l'avoir en tête, pour bien avoir la sensation de ce muscle qui est engagé. Et maintenant, dans toutes tes courses, quand tu reviens le soir en courant, trouve le moyen de l'engager, ce muscle, jusqu'à ce que tu ressentes cette sensation que tu l'utilises vraiment. Et si tu l'utilises correctement, tu n'utiliseras pas ton articulation comme plan B, en fait, ce qui est une très mauvaise idée à faire. Donc on travaille là-dessus et ça finit par se régler. Et du coup, j'y ai pensé plusieurs fois pendant le tour du monde, en regardant s'il y avait des dégradations dans mes mouvements. Sur chacune de mes courses, de ces presque 700 marathons que j'ai courus, j'avais un point d'honneur, je mettais un point d'honneur à m'assurer que je faisais ce que j'appelle le body scan, le scan corporel. Où, voilà, je commençais à la pointe des doigts de pied. Les 10, je dis pas juste la pointe des doigts de pied. Je passais mes 10 doigts de pied en revue en disant est-ce que tout va bien, là, pas de douleur, pas de tension, tac, c'est bon, on remonte. Alors maintenant, on fait la plante du pied, tac, on fait le dessus du pied, on fait les chevilles, et je remontais tout comme ça jusqu'à la pointe du cou. Et ça, je le faisais tous les jours.
parce que c'est dans la nature, c'est dans notre nature à nous, hein, c'est un peu un instinct de survie, etc. Quand on a des petits bobos, des petits trucs, on a tendance à passer dessus, on n'y prête pas attention parce qu'on a des objectifs en tête, qu'on a envie d'aller là ou là, et donc du coup, on prête pas attention aux petits détails. Et moi, je savais que c'était justement les petits détails qui allaient me pourrir la vie si j'y prenais pas attention, parce qu'un petit détail, quand on fait un marathon par jour, ça devient toujours tout de suite un gros problème. Donc voilà, j'avais des petites techniques sur le physique, j'ai pris un soin, mais j'ai vraiment traité mon corps comme c'était mon bien le plus précieux. J'avais aucun bien sur ce tour du monde, hein. J'avais un sac avec 12 kilos d'affaires dedans, c'était rien du tout. Mais il y avait qu'une seule chose qui avait de la valeur, c'était pas dans mon porte-monnaie, c'était le corps. Il fallait que le corps soit sain, soit en pleine forme. Il fallait que j'en prenne comme si c'était un bijou et qui m'amène, et voilà, il m'a amené sur ces 698 sans une seule blessure, ce qui est quand même, je crois que c'est ma plus grande satisfaction d'avoir réussi ça. Donc quand on fait un voyage comme ça, quand on finit une épopée en fait un peu moderne, qui est ce tour du monde, un tour du monde pas commun, hein. C'est pas un tour du monde à la voile, c'est un tour du monde à travers les peuples, hein, à travers les continents, à travers les zones peuplées. C'était le choix que j'en ai fait. C'est un terrain d'apprentissage énorme et dont on apprend beaucoup de leçons parce que c'est plus un genre de voyage qui glisse, c'est un voyage d'un autre temps, d'aller à pied courir le monde. Maintenant, on fait des tours du monde en avion, on fait des tours du monde en voiture, en moto, en bus, en ce que vous voulez, mais de le parcourir à pied, c'est très très rare. Mais les apprentissages, les leçons qu'on en tire sont vraiment extraordinaires. Moi, la première leçon, vraiment le premier truc qui est ressorti, c'est à quel point ma conception des continents a fondamentalement évolué au cours de l'aventure. Donc les 4 continents que j'ai traversés de part en part sont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a un continent qui est plus ou moins un berceau de civilisation, qui est l'Europe, qui est un continent d'une densité, d'une richesse folle, hein. Il faut savoir qu'en traversant l'Europe, je trouvais facilement une ville tous les 40 km. Hein. J'étais jamais perdu en pleine nature. Hein. Si je voulais, je pouvais traverser des forêts, etc. Mais c'est extrêmement densément peuplé. Et c'est d'une richesse folle, c'est-à-dire qu'on a des cultures, des langues, des architectures, des traditions culinaires, etc., qui se côtoient au coude à coude. C'est juste magnifique la richesse. On passe d'un pays à l'autre, on glisse d'une langue à l'autre, on se rend compte à quel point c'est fabuleux. C'est beaucoup de choses qui se rencontraient en Europe. Donc toutes ces richesses, toute cette diversité. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de l'Europe. Ensuite, effectivement, quand j'ai traversé les 3 autres continents, c'était des continents qui avaient une autre saveur. On parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Là, ce qui m'a frappé sur ces continents-là, c'est que c'est des continents qui ont été colonisés. C'est-à-dire qu'il y avait des populations ancestrales qui habitaient là avant. Alors, on peut parler des Indiens d'Amérique, l'Amérique du Nord. On peut parler des Aborigènes en Australie. On peut parler des Mapuches au Chili. Et on parle de 2-3 générations, en fait, hein, de populations qui ont été dépossédées de leurs terres, dépossédées de leurs droits. Et en fait, quand on dépossède, parce que ça, je l'ai appris au fur et à mesure en parlant avec eux, finalement, moi, j'étais pas tellement sensibilisé à ça avant de me lancer dans ce tour du monde. Et je me rappelle de manière très forte au Chili, quasiment dès la première semaine, on rencontre ce type qui jouait de la musique près d'un lac, le volcan en toile de fond, les beaux arbres. Et il était là, il jouait de la musique et voilà, avec James, on écoutait, et puis on commence à papoter un peu avec lui. Et puis il avait un tatouage sur le bras, et en fait, ce tatouage, c'était le drapeau des Mapuches. Moi, je savais même pas ce que c'était un Mapuche. Et alors, il commence à nous raconter son histoire, 3 générations avant, voilà, son peuple habitait ici, et voilà, le drapeau représente l'équilibre qu'il y avait entre les astres, entre la nature, entre l'homme. L'homme appartient à la terre, en fait. C'est pour ça que pour eux, le concept d'aller vendre des terres leur est complètement étranger, des chocs. Et donc, toute sa famille, tout ce qu'il connaissait habiter sur ces terres, se nourrissait de ces terres et était en équilibre parfait. C'était un équilibre spirituel aussi. Et c'était, voilà, la terre représente ce qui lie le tout, ce qui lie l'humain, ce qui lie les astres, ce qui lie notre cosmos, ce qui lie, voilà, ce que nous donne la terre nourricière. Et en fait, quand on dépossède ces gens-là de leur terre, on les dépossède de tout. C'est pas juste les terres qui perdent tout. Leur religion, leurs coutumes, tout ce qui a un sens pour eux disparaît. Et c'est terrible de les avoir rencontrés, d'avoir pu écouter leurs histoires de première main. Mais finalement,
j'ai entendu les mêmes histoires, c'était triste, hein, j'ai entendu les mêmes histoires en Australie en parlant avec des aborigènes, de 3e génération, hein, ou même moins. Et puis quand je traversais l'Amérique du Sud, je les voyais aussi, ces réserves indiennes. Je passais sur les sites de là où il y a eu la bataille. Et c'est très émouvant parce qu'il y a une certaine intemporalité dans ces paysages. Et parfois tout a été bouleversé. Au Chili, j'ai vu que voilà, les industries forestières ont pris le dessus. On plante des eucalyptus qui ont un cycle de maturité d'à peu près 7-8 ans. Voilà, comme ça se renouvelle. On vend le bois et on revend le bois et on revend le bois. Mais on a coupé les arbres, mais on a coupé leur culture, on a coupé leurs croyances, on a coupé leur histoire. C'est ça qui était tellement émouvant. Et c'était une histoire commune sur ces 3 continents colonisés. Donc ça m'a beaucoup affecté. Et puis aussi les problématiques écologiques qu'on croise de première main quand tu traverses le monde en courant, et pas forcément en allant sur d'autres continents. Je me rappelle, en traversant l'Espagne, je suis passé par une région, la région d'Almera, notamment une ville d'El Herido. Ce jour-là, pendant plus de 20 km, je cours au milieu des plastiques. Vous pouvez aller regarder sur Google Maps, vous zoomez, vous faites El Herido, ça s'écrit E-G-I-D-O. Et vous zoomez sur El Herido. C'est-à-dire que du ciel, on le voit, ce bout de plastique. C'est un bout de plastique qui fait peut-être 30 km par 40 km. Et en fait, sous ces plastiques, c'est des serres où on fait pousser des légumes toute l'année en agriculture intensive. Et d'ailleurs, ma main a coupé que si vous allez au marché, demain au supermarché, regardez d'où viennent vos légumes. Si vous avez des légumes qui ne sont pas de saison, allez chercher des tomates en hiver ou je sais pas quoi, regardez, la grande probabilité c'est que ça vient de cette région, de Almera, ça vient d'Espagne. Et c'était fou de se dire ça. Maintenant, j'y suis sensible. Avant, j'y étais pas sensible. Au moment où j'allais au supermarché, je prenais une tomate, une carotte, je me disais bon, ça vient d'Espagne, c'est l'Europe, c'est bien, c'est commerce local. Ben non, pas du tout. C'est pas ça. Et en fait, est-ce que c'était de la stupidité de ma part avant ou un manque d'intérêt? Mais c'est des problématiques que j'ai pu voir de mes yeux, et désastres écologiques aussi, hein, de tous ces plastiques qui volent à perte de vue. C'était assez dur à voir. Donc voilà, donc oui, ça change d'avoir traversé le monde à pied, ça change la perception qu'on a de ces continents, la perception qu'on a des peuples, et aussi de l'écologie, et aussi la perception qu'on a des peurs. C'est vrai que si on reste dans son canapé, ou si on reste chez soi, dans un cercle assez fermé, entre le bureau, chez soi, etc., et on regarde les infos et on écoute, le monde fait peur, hein. On nous dit que le monde est dangereux, etc., mais en fait, le monde, il est pas si dangereux. Oui, il y a des... Je suis pas naïve, hein, je vois bien ce qui se passe, mais malgré tout, les gens, l'humain, on est les mêmes partout sur les 3 continents. Moi, j'ai reçu tellement d'hospitalité, tellement de bienveillance, tellement de... Le tour du monde, c'est quelque chose qui suscite les mêmes étoiles dans les yeux partout où je suis à travers le monde. À partir du moment où j'explique que je suis en train de parcourir le monde à pied, en courant, ça fait appel aux mêmes rêves, ça fait appel aux mêmes questions qu'on a sur notre condition aussi, sur Terre. Ça fait appel à notre désir de voir, de comprendre, de voyager. Et ça, c'est universel. Et donc, on a tous ces mêmes questions, cette même recherche en nous, cette même quête. On les a tous, où qu'on soit. Donc, oui, il y a des dangers, oui, il y a des fous, oui, il y a des illuminés, oui, il y a tout ce que vous voulez sur Terre. Mais il y a aussi, on a une grande commonalité. Et c'est notre humanité. Et c'est aussi un peu de ça que je suis allé chercher probablement au courant. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.